La pièce commence sur Michel. Michel qui est un amateur de jazz et qui a trouvé dans la brocante un disque qu'il cherche depuis des années, et qui veut écouter tranquillement, en revenant chez lui, et qui demande 1 heure de tranquillité, enfin 1 heure tranquille pour pouvoir, écouter son disque qu'il a attendu pendant des années. Mais avant ça, j'aimerais que tu saches. Je sais pas, je suis pas très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pas bien dormi? Ça se voit? Oui, tu pas très bien là, tu as une mauvaise mine. Bon, vas-y, parce que moi j'aimerais bien écouter tranquillement mon disque, c'est vraiment urgent? Écoute, il faut qu'on se parle. D'accord, alors je t'écoute, mais va vite alors, c'est quoi le problème? 1 heure de tranquillité parle du couple, de la difficulté de parler, et sur la fuite perpétuelle, hein, des uns et des autres autour, du mensonge et de la vérité. Qu'est-ce que dire? Comment le dire? Entre eux et entre les autres protagonistes de l'histoire, qui sont le voisin, le fils et j'en passe, Sa maîtresse. et sa maîtresse. Florian Zeller, il a une écriture extrêmement pointue, très, très efficace, très jouissive pour les acteurs, parce que une capacité à être extrêmement dense dans la parole, avec un rythme extrêmement soutenu, des répétitions qui sont extrêmement drôles. Il a vraiment le don, une capacité d'écriture qui est très folle, vraiment folle. Je dirais qu'il a l'art du dialogue. Au-delà qu'il soit égoïste. Il demande simplement 1 heure de tranquillité, qu'il n'aura pas. C'est vrai, mais si sa femme a besoin de parler, et si c'est le seul moment où il peut être là, Mais pourquoi maintenant? Pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas un maintenant? autre temps, parce qu'il est jamais là. Et quand il est là, il veut être seul. C'est sûr, quelqu'un qui veut être tranquille pendant 1 heure, c'est pas compliqué quand même. Et pendant 1 heure, tout le monde vient l'emmerder. Donc c'est ça le problème. C'est une pièce extrêmement drôle, parce qu'elle nous renvoie à notre condition humaine, le côté dérisoire que sont nos relations. C'est ça, c'est tout. Il y a Oui. 6 rôles, avec 4 acteurs. Hmm. Il y a une pièce à 7 personnages. 7? Ça augmente tous les jours. 7. Il y a 7 personnages, 7 rôles et Nathalie, Michel, Léo, Pierre, Pavel, Elsa et 6 personnages. 6 personnages. Et on est 5. Et on est 5. Voilà. C'est un spectacle qui parle c'est une rencontre. Oui. C'est une rencontre, c'est ça? C'est une Oui, rencontre ah entre oui, un oui, homme tout et à une fait. femme. C'est l'histoire d'une autrice Mmh. qui est en panne d'inspiration. Oui, ça, on le sait pas tout de suite. Non, ça on sait pas tout de suite, mais on Ouais. découvre assez vite qu'elle est un petit peu en mal d'inspiration. Et là, il y a un voisin qui va venir la sauver de cette situation un peu compliquée. Non, mais voilà, c'est une rencontre, comme l'a dit Mauro, c'est entre une femme et un homme, hein. Pourquoi toujours dire un homme et une femme? C'est vrai. Et puis on est dans l'univers, le domaine de l'écriture. C'est une écrivaine qui se trouve être en panne d'inspiration parce que, alors c'est assez joli d'ailleurs ce qu'elle dit, c'est que depuis que tout va bien dans sa vie, depuis qu'elle n'est plus malheureuse, bah, elle n'arrive plus à écrire. Ce qui nous a intéressé dans cette pièce, c'est l'écriture au prime abord. En premier lieu, je dirais, les 2 auteurs, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, ont vraiment une écriture assez fantastique, je trouve, quand on est comédien de théâtre, avec des dialogues, très, très ciselés, très pointus. Ils ont le sens du rythme. Ouais, ouais, c'est super intelligent. Et puis, il y a plein de punchlines comme ça. Ah ouais, ouais, ouais. Donc du coup, évidemment, c'est forcément assez drôle. C'est une histoire qui parle du couple aussi. Parce que c'est un des grands mystères de la vie, quand même. Le deuxième mystère après la vie elle-même, c'est le mystère du couple. Pourquoi on est en couple? Pourquoi on reste ensemble? Donc ça parle de ça, déjà. Et puis ça parle aussi de théâtre.
Parce que le fait qu'à un moment donné, on a l'autrice et là qui essaie de créer, etc. On voit la fabrication du spectacle, la fabrication du théâtre. Et puis un petit côté poupée russe, théâtre dans le théâtre, et qui donne un côté très ludique, puisqu'on voit un peu cette fabrication comme ça devant nos yeux. Et puis le mélange entre la réalité et la fiction. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Où se situe la vérité? En tout cas, il se trouve que cette personne, cette écrivaine, est plutôt très égocentrée et très enfermée sur elle-même. Et l'arrivée de ce voisin va lui permettre d'ouvrir un petit peu, de regarder un peu les autres, de connaître qui est son voisinage, parce qu'elle ne connaît personne et ça ne l'intéresse pas. Elle est vraiment dans son monde complètement renfermée. Et cette rencontre-là va un petit peu ouvrir toutes les portes, ouvrir les fenêtres. Et puis ça va évidemment, voilà. Je fais une ouverture sur le monde. Oui, oui, oui. Oui. À l'ouvrir. Le théâtre, non, mais l'autrice, oui. Ce qui nous a amené à vouloir créer ce spectacle, alors c'était pas forcément trouver une pièce qui convienne à tous les deux. On voulait déjà faire quelque chose avec Brigitte Rosset à la base. Très vite, on s'est dit, ben, ce serait peut-être nous deux au plateau et puis Brigitte à la mise en scène, qui sera en plus assistée de Christian Scheidt. Donc on va avoir un duo Magnifique. vraiment merveilleux. Ils vont nous faire ça, nous cuisiner aux petits oignons. Ça va faire des étincelles. Oui, ça va faire des étincelles, ça c'est sûr. Ils s'embrassent à la fin. Non, ah non, justement, non, non. Non, non. Je pense que justement, ils s'embrassent pas à la fin. Oui, ben moi je dis qu'ils s'embrassent à la fin. Donc on verra qui c'est qui a raison. L'auteur s'est inspiré d'une histoire qui est vraiment arrivée, d'une femme qui a découvert dans une brocante un tableau euh, qui s'est avéré être potentiellement une œuvre de Jackson Pollock. Je rajoute que cette femme, c'est une femme américaine blanche très pauvre qui vit dans une caravane. Et en découvrant ce tableau qui potentiellement peut être un vrai, Pollock, Elle fait venir un expert pour essayer d'authentifier cette œuvre. Voilà. à partir de là, il y a une enquête la pièce est une enquête sur l'authenticité de ce tableau et qui pose la question qu'est-ce qu'on ferait aussi si on avait tous un Pollock dans sa cave? Voilà. Est-ce qu'on va passer d'une œuvre qu'on a achetée 5 dollars à quelque chose qui vaut plusieurs millions? Sauf que pour elle, ce qui est important, c'est pas la valeur de ce tableau, c'est vraiment le fait de pouvoir prouver son authenticité. Elle s'attache pas du tout au fait d'être finalement millionnaire parce que elle a eu cette chance-là. Parce que l'expert, évidemment, lui, il peut pas imaginer que dans ce coin-là des États-Unis, dans cette caravane pourrie, il puisse y avoir un vrai tableau, quoi. Ouais. C'est important de dire que c'est basé sur une histoire vraie. C'est-à-dire que cette histoire est vraiment arrivée. Il y a vraiment une femme qui a trouvé dans une brocante un tableau. On ne va pas dire si elle a été authentifiée ou non, parce que justement, il y a un peu quand même. Bah, c'est l'enquête de Voilà, il y a un suspense. cette pièce, c'est l'enquête Tout le long de autour de l'histoire, ce tableau. est-ce que vraiment on va se poser la question jusqu'à la fin de savoir si effectivement c'est un vrai tableau de Pollock et si c'est le cas, est-ce qu'il va être vraiment authentifié? Et puis, alors, une des choses qui est aussi intéressante enfin, qu'on a trouvé intéressante dans ce texte, parce que bon, bah, c'est un homme et une femme, et pour une fois, c'est pas une histoire d'amour, c'est pas une histoire de séduction. Non. Il y a absolument pas ce genre de rapport dans cette pièce. C'est vraiment des points de vue qui se défendent liés à ces différentes thématiques, quoi. Et ce qui est important pour lui, c'est sa valeur en tant qu'expert, c'est-à-dire son expertise. C'est-à-dire si tout à coup sa première impression est bonne ou mauvaise, c'est à ça qu'il va surtout s'attacher. Pour lui, c'est pas une histoire d'argent.
Ce texte va être joué pour la première fois en Suisse. Il a encore jamais été joué en France. Juste, il a été créé en Belgique en français. Et pour la création originale, ça a été créé donc aux États-Unis et dans le rôle féminin, c'est été créé par Kathleen Turner. À la poursuite du diamant vert, Donc, la guerre des roses. Voilà. Ce spectacle parle d'une journée particulière, euh, d'une histoire d'amour, d'un jour entre deux êtres que tout oppose. Une femme mère de famille fasciste, mère de 6 enfants, et un homme homosexuel. Leur rencontre est totalement improbable, mais elle a lieu. Elle est provoquée par leur solitude respective, le mépris dont ils sont victimes, pas seulement par le régime fasciste, lui, de manière plus concrète, mais elle, par la société en général, la société qui méprise les femmes. Et donc, ils vont se retrouver isolés dans un immeuble, tout le monde partant pour un défilé, et ils vont s'aimer, parce qu'ils vont se reconnaître. J'ai trouvé que les personnages avaient une humanité incroyable parce qu'ils ne se jugeaient pas. Et bizarrement, cette femme qui est fasciste, qui a un album photo avec des photos de Mussolini, qui le regarde comme s'il était un dieu, elle est touchée par l'humanité de ce personnage qui est exclu et qui ne la juge pas. À aucun moment, il ne la juge. Il la regarde, il l'observe, et puis du coup, ils se reconnaissent. Et c'est ce qui est beau dans cette histoire. C'est leur humanité à eux, leur tolérance. On a découvert ce texte par le cinéma. C'était un film culte pour nous. Même avant de savoir que ça avait été une pièce, l'idée de l'adapter au théâtre nous est venue. On en a eu l'envie immédiatement. Donc, la vie est bien faite parce que il existait déjà, enfin, Ettore Scola avait accepté que ce soit une pièce de théâtre et trouvait même que c'était une bonne idée. Alors, Romain Darol, je l'ai rencontré sur La crise, mis en scène par Jean Lhermier, et je l'avais vu jouer auparavant dans Phèdre, mis en scène par François Gremaud. Un seul en scène où il est incroyable. Et ça, c'est pas démenti quand j'ai joué avec lui parce que j'ai trouvé que c'était un magnifique partenaire. Avec Sylvain, on s'est dit que c'était une idée assez originale de le prendre pour jouer ce rôle parce qu'il se détache de l'image de Mastroianni et que sa finesse de jeu allait servir ce texte et qu'on ferait un beau duo tous les deux. C'est une pièce qui, malgré la dureté de la situation, est tellement humaine que ça nous donne espoir. Ça nous donne espoir en l'humanité. Ce spectacle, ça parle de plein de choses. Je dirais d'abord que ça parle de beauté, de la beauté, mais aussi de la violence du monde. Et les thèmes, c'est l'amour, l'émerveillement, l'enfance, mais c'est aussi l'injustice, l'injustice, l'intolérance. C'est un regard poétique et caustique sur le monde. C'est un montage de petits textes, de textes très ramassés, très incisifs, une sorte de mosaïque qui met en rapport, qui fait dialoguer deux grands poètes, Jacques Prévert, je dirais que tout est parti d'ailleurs de Jacques Prévert, et Francis Blanche, qu'on connaît plutôt comme humoriste, bouffon, etc., mais qui a écrit des très très beaux textes. Et ces deux auteurs, qui étaient le point de départ de ce spectacle, ont une écriture très originale, très libre, et c'est deux grands enfants, on va dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que
on va saupoudrer avec Annick van Kennel, avec qui je signe la conception, on va saupoudrer ça aussi avec des petites interventions, des petites touches lunaires d'un certain Torpatov, qu'on peut dire, alias Bénédicte Gamper, qui reste très présent encore dans le théâtre du Crève-Cœur. Ça nous a semblé une évidence. Ces 3 grands enfants, si j'inclus donc les 2 premiers, 3 grands rêveurs, libres et joueurs. Sophie et moi, on sera donc les interprètes de ces magnifiques textes de Prévert et de Blanche sur les musiques de Pascal, qui sont magnifiques aussi, bien sûr. On va chanter, on va dire des textes, on va jouer beaucoup, on va s'amuser. Ce spectacle est-ce qu'il s'adresse aux adultes? Bien sûr qu'il s'adresse aux adultes, aux grands enfants, j'espère que sont les adultes, aux adultes qui n'ont pas perdu leur esprit d'enfance, voilà, leur regard d'enfant. Le petit caillou dans la chaussure, c'est rapport à l'enfance, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est rapport à la fragilité. C'est ce petit caillou, quand on est enfant, est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on a envie de l'enlever? Est-ce que si on laisse son petit caillou, ça donne une démarche un petit peu chaloupée, bizarre. Et ce petit caillou, c'est peut-être une alerte de rester vigilant, de rester pointu. Mais enfin, on se réjouit beaucoup de vous retrouver à ce spectacle qui sera formidable avec la magnifique Sophie Solo, les musiques formidables de Pascal Chenu. La mise en scène La mise en d'Annick scène d'Annick van van Kennel. Et voilà, et ça Et- sera super. Et ça suffit pour aujourd'hui. Cette année, nous ouvrons la saison avec les contes tricotés à l'envers et à l'endroit. C'est Barbara Sauzer, la conteuse, qui va dérouler une bobine d'histoires qui auront la douceur de la soie, la chaleur de la laine, et nous tricotera une matinée de contes qui sera douce et réconfortante, comme un gros pull d'hiver bien confortable. Mais attention, hein, des fois, la laine, ça pique. Le deuxième conte de la saison, Cathy Sarr nous proposera des histoires plein le chapeau. Elle apportera un chapeau, vraiment un chapeau sur scène, rempli de petits billets, et chaque billet comportera une histoire, une surprise, une aventure, et Cathy Sarr aura besoin de la complicité du public pour venir piocher un petit billet et créer ensemble la matinée de contes. Pour le troisième rendez-vous, de père en fille, Claire Heuvekemeyer et Aude Pivot, la violoncelliste, vont nous raconter un conte acidique qui raconte la colère d'un roi contre sa fille qui va du coup s'enfuir et le roi en colère va envoyer un messager à sa recherche. Nous allons suivre les aventures du messager jusqu'à l'autre bout de la terre et va-t-il retrouver la jeune fille? Que va-t-il se passer? À vous de le découvrir. Pour le quatrième rendez-vous, prenons le temps. Quelle merveilleuse proposition. Vous savez que les contes, c'est une véritable machine à voyager dans le temps. Dave Foster va nous proposer un voyage plein de sagesse et d'émerveillement, hein, où chaque conte sera comme une montre invisible qui bat au rythme de notre cœur. Et pour clôturer la saison, au cœur des arbres, une forêt d'histoire. Quand les arbres se mettent à parler, c'est fou ce qu'ils sont bavards. Il faut dire qu'ils en ont vu des choses. Des loups affamés, des bûcherons, des jeunes filles perdues, des vieilles habitant dans la forêt, des animaux, des oiseaux. Claire Parma en a récolté plein de ces histoires et va nous les raconter.
les salles se remplissent vite pour ces contes. Donc, je vous encourage à réserver rapidement votre place pour partager ce moment avec nous.